Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi donc de vous présenter Cowi. Cowi est une start-up que j'ai fondée avec Mathieu Stricker ici présent il y a quelques années, il y a 5-6 ans, qui propose des solutions d'optimisation des revenus dans l'univers des parkings. Et donc, bien entendu, le segment des aéroports fait partie de nos segments cibles importants. Donc, le yield management, le pricing sont des techniques bien connues dans l'aérien déjà depuis de nombreuses années. Mais de manière assez curieuse, l'univers du stationnement n'était pas adressé. Or, pourtant, il y a un potentiel, bien entendu, d'optimisation des revenus assez important. Et nous, l'innovation a consisté non pas seulement à transposer des techniques et des modèles connus d'intelligence artificielle, des modèles prédictifs dans l'univers des parkings, ce qu'on fait, mais aussi à adapter réellement les moteurs d'optimisation à la problématique parking, qui est assez spécifique en ce sens que vous avez, par exemple, vous comprendrez rapidement quand vous prenez conscience qu'un véhicule qui reste 1 heure, par exemple, va rapporter 6 euros de l'heure, mais aussi 6 euros globalement, tandis qu'un véhicule qui va, par exemple, rester 24 heures de stationnement dans un parking va rapporter certes 24 euros, mais 1 euro de l'heure seulement. Et donc, en termes d'optimisation de l'inventaire, il faut tenir compte de cette temporalité, des différentes durées de stationnement et trouver le meilleur mix en termes de durée de stationnement et d'occupation. Voilà. En termes d'innovation, on est aussi allé assez loin puisqu'on va proposer dans quelques semaines un système de yield qui ne s'adosse pas seulement à un système de réservation, mais qui fait en fait une variation des prix en entrée de parc sous la forme de panneaux digitaux qui affichent les prix, mais donc des prix qui varient plusieurs fois par jour en fonction de prévisions, toujours pareil, de logique d'optimisation, mais cette fois indépendamment de toute demande de réservation. Sachant qu'un des aspects intéressants aussi dans l'univers du parking, c'est que vous pouvez baisser les revenus et baisser certains revenus pour certains clients et maximiser vos revenus globaux, précisément en jouant sur le mix durée. Donc les clients y trouvent leur compte, ce sont souvent des remises par rapport au prix qu'ils paieraient s'il n'y avait pas de système de yield. Je finis juste pour dire que, en fait, toutes ces techniques s'inscrivent dans un mouvement beaucoup plus large de digitalisation, en fait, de l'univers du stationnement. Il y a de plus en plus d'acteurs. D'une part, il y a de plus en plus de réservations du stationnement. Sur certains parkings d'aéroports, ça va jusqu'à 80% l'été, etc. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a de plus en plus d'acteurs qui proposent une digitalisation des offres de stationnement autour des aéroports. Donc, tout ça a entraîné une compétition de plus en plus vive entre les opérateurs traditionnels et de nouveaux. Et donc, les opérateurs traditionnels de parking ont évidemment un besoin de plus en plus important d'être agiles sur le plan tarifaire. Voilà, et en quelques mots, que oui, on est présent dans une dizaine d'aéroports, on va essentiellement en France et en Europe, et on va bientôt ouvrir notre premier aéroport, si je peux dire, aux US, en termes d'optimisation de leurs revenus des parkings. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc on voit que l'aéroport doit évoluer, bien sûr, dans les terminaux, dans leur environnement, dans leur accès. Comment les aéroports et les territoires s'intègrent-ils ? C'est un des débats importants dans cette édition du Paris Air Forum. Le thème, ça a été redit par la ministre Elisabeth Borne, par Augustin de Romanet. L'aviation, avec la révolution numérique, et donc elle est de plus en plus connectée. Elle est à la pointe d'une mutation mondiale et qui est celle de la mobilité. La façon dont on imagine le monde, c'est la capacité à aller rencontrer l'autre, et pas seulement virtuellement, mais physiquement. C'est ça qui transforme notre planète. Et toute la chaîne aéronautique est mobilisée autour de cet objectif, faire que ce soit de plus en plus rapide et de plus en plus agréable. Longtemps, les aéroports ont été conçus comme des extensions des villes, des métropoles. Et l'important, c'était la liaison entre un espace urbain donné et son aéroport qui était considéré comme une porte d'entrée
comme l'étaient autrefois les portes que Vauban construisait sur les villes de Louis XIV. C'était quelque chose qui était monumental, qui devait donner un signe de puissance de l'État, ou en tout cas du territoire qui accueillait. Mais la contrepartie, c'est que ce développement a un petit peu tourné le dos au territoire. D'où, avec le développement du transport aérien, des problèmes de nuisance qui ont nui à l'acceptabilité des aéroports par leurs voisins immédiats. Maintenant, les avions sont beaucoup moins bruyants, sont beaucoup moins polluants. Et puis, il y a des nouveaux modèles de développement des aéroports. C'est-à-dire que de plus en plus, on considère que la richesse qui est créée par un aéroport et par toute l'activité aéronautique sur un territoire donné doit profiter, bien évidemment, à ceux qui en sont les plus proches. Et qu'ils ne doivent pas seulement subir des nuisances, mais au contraire profiter de tout le plus, et ils sont nombreux, que va apporter un aéroport. Donc il y a cette relation qui change, et donc pour en parler, on va avoir Michel Carclot, qui est le président directeur général de l'aéroport de Munich et qui est le président de l'ACI Europe, cette association qui fédère les aéroports. On a Henri-Michel Commet, qui est directeur général adjoint du groupe ADP, et puis qui a une expérience des territoires, et ça c'est quelque chose qui est important. Et puis Alain Fall, qui est consultant aéronautique et qui est certainement un de nos meilleurs connaisseurs, un des meilleurs experts qu'on a en France sur tous ces enjeux et surtout l'aéroportuaire. Alors, moi je voulais commencer ce débat par une réflexion et une question en me tournant vers Michael Carclot. En France, il y a eu un grand débat qui a focalisé l'avenir du transport aéronautique autour de la création ou pas d'un aéroport qui était Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'était une façon de voir que pour accompagner le développement du trafic aérien, il fallait construire des infrastructures qui le permettent, et que ces infrastructures, il fallait les mettre à la campagne. Or, l'histoire nous prouve que tous les aéroports ont été construits à la campagne et que la plupart sont dans des villes. Donc, à un moment, cette course à l'échalote doit cesser. Et finalement, le point d'arrêt à Notre-Dame-des-Landes, il est très intéressant parce qu'il ouvre des portes sur lesquelles il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on réfléchisse pendant de nombreuses années. C'est que l'idée que l'aéroport ne doivent pas être au cœur de la ville est terminée. Et ça a été porté par les défenseurs de l'environnement. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en sérieux. C'est-à-dire que l'aéroport de Nantes, ça veut dire que le développement de la capacité aéroportuaire, ça va être dans le centre-ville que ça va se faire. Et ça va changer beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de beaucoup de témoignages d'expérience. C'est que je me tourne vers Michael Carclot pour qu'il nous raconte le point de vue de Munich, le point de vue de la Bavière, parce que l'Allemagne est un système fédéral, et comment la perception à Munich, c'est que l'aéroport fait partie de la ville et que tous les services qu'on y trouve vont profiter à tous les riverains. Michael. Oui, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Je m'excuse de ma capacité limitée de parler en français, alors je vais parler en anglais. Tout le monde comprend l'anglais, presque. So, about Munich. Well, I think the Germany and France may be not comparable in this matter, generally because Germany is much more decentralized, and of course large cities also have large airports. It's not only, and the largest airport, by the way, is not in the capital, but in Frankfurt. And Berlin, has its problems with getting a new airport opened.
And Munich, Hamburg, and Frankfurt, and Stuttgart, they all have large airports. But the debate is, in the end, the same that we heard from Notre-Dame-des-Landes. Although this is a very special project, I must say. But I think it is because France has to find an alternative somewhere. We know all that air traffic is, and the air traffic development is very, very fast. We will have a doubling of air traffic figures of passengers of maybe within the next 15 to 20 years, and everybody knows, at least the expert knows that la capacité est limitée. Yeah, la capacité est limitée everywhere in Europe. It's not only a phenomenon of France. So the airports themselves that are close to the city have to find solutions how to increase their capacity, and there are only very, very few projects where you can really also enlarge the airport, for example, by a new runway, which is in the end the limiting, slots are the limiting factor in aviation in the future. So it's understandable to build new airports, but everybody knows also to build a new airport is nearly an impossible thing to do because of societal developments, the really fundamental questions, and you know that the Germans are very ecological, very green in their thinking. I mean, the phenomenon is, the paradoxon is that those who fly most are the most critical about flying. So that's a paradoxon, but the mindset, the general mindset is, well, shouldn't we limit this? So the discussion about where to do it and what to do and in which quality you do it is paramount. In Munich, Munich is a new airport, it's now 25 years old. Un bisschen, un peu comme Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est de la 60, dans les années 60. Hein? Ah, 74. Mm-hmm. But the same thinking, build a new airport far out of the city because you need room to expand and you expect more traffic. And then this will develop a new axis between the airport and the city center. When you look at la relation entre la cité de Paris et l'aéroport, now it's a business district in the end, big business district. So that has created new dynamics, and the same happened in Munich. Munich was far away, far is 40 kilometers, about the same distance, I think, comme Roissy. And the same develops. But what we felt was that the identification of the city population, which was there when the airport was a city airport, got lost. So they were not talking anymore about my airport. They were talking about the airport outside. And so we lost an emotional relationship, which in the end makes it much more difficult to communicate that, of course, aviation, air travel is paramount for the development of the country, of the region, one of the big drivers, economic drivers of the region, and the development of the airport, its positioning, defines in the end the role of the city over 20, 25 years. And when you look at the premium regions in Europe and their airports, it's always the relationship between how you can get there, the accessibility of the airport, and in the growth dynamics of these regions and cities. But the real complicated task is, and it's not done by the politicians, by the way. It's mainly done always by the airport management to explain why a decent, of course, a decent development, which also means not only focus on air travel, but on all the other elements that you have at an airport, accessibility,
growth, labor issues, housing issues that we have to be addressed by the airport management. That's new. So the role of the airport for us. So we are not only experts in airports, well, in airport operations, but we become experts as a city developer with everything what you have to address when you develop a city with all the problems you have. And that's maybe also more German than it is in France. The level of participation you have when you address these issues is very, very high, because everybody is commenting on what you do, and of course not always in the same direction, and the capability of the airport management to moderate these discussions and finally then get political decisions to develop the airport is paramount, is essential. So the dialogue, not only between politics and airport management, but of course also with all the stakeholders, with the neighbors, with the business community, with non-economic spheres of the regions are really, really important and makes it difficult. And in Germany, then it also takes very, very long. We have one project, and I finished then, no? We have one project, third runway, which is probably the last runway that's going to be built in Germany. We are already 16 years of a legal process. We finished the legal process. Now we have the right to construct the third runway, but politically is not yet decided. So we have to wait for politics. Politics waits for good political time frames. It's always after elections when you can do these things. So we always have elections in Germany. It can take a long time to get the decision. But it's only it's in the end because the level of intense communication and participation in these complicated processes is very, very high. I don't know whether I got through. Merci Michael. Henri Michel, qu'est-ce qu'il va y avoir de particulier qui peut être intéressant dans l'exemple de Munich, où on voit qu'il y a une perméabilité très grande entre le territoire et son aéroport, donc avec parfois des process qui peuvent être lents, mais bon, c'est toujours des facteurs très très lents. Si on prend Notre-Dame des Landes, je crois qu'au point de vue lenteur, mais sur un aéroport comme ceux de Paris, donc on voit déjà qu'il y a 3 plateformes, une pour l'aviation d'affaires, et puis Orly et Roissy. Comment ça peut évoluer dans la perception que les riverains ont de leur aéroport ? D'abord, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à fait en introduction. Tout ça est bien lent. Mais parce que le phénomène d'urbanisation, le phénomène d'évolution et d'organisation sociale est lent. On se rappelle comment se sont organisées les villes autour des ports, les villes autour des gares et les régions autour des autoroutes. Donc on est sur des phénomènes qui traversent les décennies facilement. Deuxième point important dans ce que vous avez dit, si je peux me permettre, c'est que forcément, quand il y a une interface, il y a un rapprochement. J'ai l'impression d'enfoncer 2 portes ouvertes en ayant dit ces 2 choses-là, à savoir c'est lent, et les sociétés, les villes se font autour des carrefours, ce sont des aéroports, après les gares, etc. Et deuxièmement, quand il y a une interface, il y a un rapprochement. Alors comment nous nous positionnons par rapport à ça ? Augustin de Romanet, il a la volonté très, très forte de faire en sorte que l'aéroport soit dans la ville et que la ville soit dans l'aéroport. Là aussi, les phénomènes sont bijectifs à chaque fois. Exemple, Roissy. On pense surtout à l'avion. Mais Roissy est devenu un nœud multimodal majeur. 45 à 50 TGV par jour, 2 gares de RER, un des plus importants gestionnaires de parking de France, une des plus grandes stations d'autobus de la région Île-de-France. Donc c'est un nœud, c'est un carrefour, c'est un nœud de transport, c'est un nœud multimodal majeur. L'économie.
de transport, l'économie. L'économie, 1 million de passagers, c'est, on va estimer, un peu plus de 4000 emplois directs ou indirects. Quand on sait qu'on gagne plusieurs millions de passagers par an, de fait, c'est une signification forte. Et Aéroports de Paris, ADP, est institutionnellement, dans les institutions principalement menées par les collectivités et les institutionnels, au service de l'emploi. Ça s'appelle le GIP Emploi Upstart à Roissy, par exemple. Donc on est un acteur, un des rares acteurs entreprises privées. Mais l'emploi ne fait pas tout l'économie, il y a la formation professionnelle. Nous sommes maîtres d'ouvrage au Bourget d'un centre d'apprentissage autour des métiers de l'aérien. Nous finançons un peu par ailleurs. En matière de formation professionnelle aussi, on finance d'autres choses. Donc emploi, formation professionnelle, on peut peut-être même aller un peu plus loin, création de sièges sociaux. Tertiaire. Donc on voit bien qu'autour de l'économie, maintenant, l'aéroport est dans la ville de manière complète. Et vous l'avez évoqué, la question de l'environnement, ou de la responsabilité sociale. Donc là, effectivement, nous, notre devoir, et ce à quoi nous nous attachons le plus, c'est de limiter les effets négatifs et d'amplifier les effets positifs. Les effets positifs, ne les oublions pas, c'est quand même un petit peu, pour ce qui en est, du maintien d'une biodiversité. Les effets négatifs, on pense tout de suite au bruit, peut-être à la santé pour certains. Là, par exemple, je veux dire, l'ampleur du passage et du trafic d'Orly s'est développée ces dernières années sans toucher le moins du monde au nombre de mouvements, bien sûr, ni au niveau de bruit, puisqu'on est toujours en dessous de ce qui nous est imposé par l'autorité publique. Idem à Roissy. Grâce aux compagnies, grâce aux constructeurs, grâce à la filière. Donc nous sommes dans la ville et la ville est chez nous. Et ce phénomène-là est un élément déterminant. En tous les cas, nous y sommes très attentifs jusqu'à, dans la responsabilité sociale et environnementale, penser au qualificatif social. Nous avons créé une fondation à ADP dont l'unique mission est de lutter contre l'illettrisme ou les échecs scolaires en début de formation initiale. Donc nous sommes un acteur social, citoyen, entier, les transports, l'économie, la responsabilité sociale et environnementale. Et c'est un axe majeur pour Augustin de Romanet, dans notre sens. Dans un autre sens, par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir lieu d'échange et lieu de rapprochement, nous créons aussi une nouvelle urbanité dans les aéroports. Une nouvelle urbanité dans les aéroports. Si on crée Roissy-Pôle, qui est un lieu d'hôtellerie, qui est un lieu d'aménité, qui est un lieu de travail tertiaire, c'est pour ça. Si on crée Cœur d'Orly, c'est aussi dans le même sens. Une nouvelle urbanité aussi, parce que par exemple, si je reste sur Roissy, toujours dans le domaine économique, on a incité, on est un membre actif d'une pépinière d'entreprise qui à présent est trop petite et qu'il va falloir déployer, donner plus d'ampleur. Donc là aussi, nous sommes une urbanité nouvelle dans l'aménagement de l'aéroport. Donc on voit bien que toutes ces frontières qui ont pu exister, que vous avez dessinées tout à l'heure entre un aéroport loin de la ville, sont des frontières qui sont petit à petit totalement gommées. Ça se fait un peu lentement. Nous voulons être le plus rapide dans cette évolution-là. Il y a les effets d'environnement sur lesquels nous sommes le plus attentifs, mais il y a tout le reste, le transport, l'économie, le social. Et c'est vrai que nous sommes maintenant dans une démarche totalement intégrée dans le territoire de proximité. Nous sommes un acteur à part entière et responsable à l'égard de notre territoire de proximité. Donc on est bien loin de seulement la porte d'entrée que vous avez évoquée. Bien sûr, on a pris ce slogan « Paris vous aime » parce que nous portons aussi cette image. Et ce qui a été compris et que ADP déploie, c'est que nous ne faisons pas seulement cela, nous sommes aussi un acteur de la vie sociale, de l'urbanité, de la ville, tout court, et c'est ce à quoi nous employons. Parce qu'en fait, qu'est-ce que fait un aéroport au-delà de permettre les avions d'atterrir et de décoller et aux passagers d'avoir satisfaction sur ce point-là? Ce que nous faisons essentiellement, c'est de rapprocher les gens. Donc sur ces terrains-là, rien ne se fait seul, rien ne se fait côte à côte. Et nous, à ADP, en tous les cas, nous sommes dans la volonté d'être la main dans la main et pas seulement côte à côte. Merci, Michel. Alain Falk,
Quand on préparait cette table ronde, vous aviez présent à l'esprit d'autres exemples d'aéroports ailleurs dans le monde qui pourraient nous servir d'exemple, de modèle, en tout cas de solutions. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors, je crois que dans la territorialité, il y a deux choses. Il y a la territorialité qui est liée à la région et la territorialité qui est liée à la proximité immédiate. Là, ce dont on parle là, c'est la proximité immédiate. Et évidemment, tous les aéroports, enfin les grands aéroports plus exactement, ont développé ce concept d'Airport City dans lequel on a des unités économiques externes avec tout un tas de développements qui ont pour but, en fait, essentiellement, outre le contexte social, la rentabilité économique de l'ensemble de l'aéroport. Aujourd'hui, il y a des municipalités, comme la municipalité de Philadelphie aux États-Unis, qui se sont posé la question de la relation avec leurs riverains. De fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la ville, même si la ville envahit l'aéroport, l'aéroport est quand même, un peu comme au Moyen-Âge, un centre économique avec une barrière fictive autour. Et ce qu'ils ont cherché à faire, c'est à faire en sorte que les gens qui subissaient les nuisances aient également la perception d'un intérêt pour eux de l'existence de l'aéroport. Pas seulement, même si on indemnise les riverains, si on réduit les nuisances, ce qu'il faut, c'est qu'ils aient un intérêt à ce qu'est l'aéroport. Et le maire de Philadelphie, bon, c'est le contexte américain particulier, a décidé d'ouvrir les commerces des aérogares aux citoyens de la ville de Philadelphie. Ce qui n'est pas quelque chose de facile, problèmes de sûreté, de sécurité, etc. Déjà, chez nous, on aurait dit « Ah, on ne peut pas le faire parce que ». Lui, il a dit « On le fait et on résoudra les problèmes ». Et ça change complètement la relation. Bon, il faut se placer dans le contexte commercial américain d'une ville américaine comme Philadelphie. Et surtout, ce qui entoure l'aéroport de Philadelphie, c'est pas la high class. Et donc, on a changé la relation avec l'aéroport. Et aujourd'hui, finalement, la question se pose de dire il faudrait intégrer les aéroports, non pas par des petits services, certes, il faut le faire, mais carrément dans le plan d'urbanisme des cités environnantes, et les raisonner comme une part intégrante de l'urbanisme des cités environnantes. Alors, on va dire, c'est pas possible, il y a la sûreté, il y a la sécurité, il y a l'encouragement, etc. Non. Évidemment, ça nécessite une réflexion de sociologues, d'urbanistes, de tout un tas de gens, ça se discute, mais on renverse la proposition, c'est pas Airport City, c'est la cité dans l'aéroport. Un exemple tout bête, hein, ça se fait un peu à Lyon, vous avez à Charles de Gaulle, bon, tu l'as pas dit, mais je suis un ancien d'ADP quand même, hein, donc j'ai passé 34 ans, donc je connais un peu. À Charles de Gaulle, vous avez des services d'urgence qui sont ouverts jour et nuit. Dans les cités environnantes, zéro. Pourquoi ne pas ouvrir, alors, on va dire, les services d'urgence aux villes environnantes, on va dire ministère de la Santé, etc. Peu importe. Je veux dire, si on a la volonté de le faire, comme disait la TCOR, hein, tous les paramètres montrent que c'est impossible, eh bien on va le faire. Hein, voilà. Donc il y a tout un tas d'éléments déjà qui pourraient permettre d'intégrer, de faire percevoir par la population environnante l'aéroport d'une manière différente, parce que, on peut dire, même si on réduit les nuisances, quand vous avez 650 000 mouvements au-dessus de vos têtes, même si vous réduisez le bruit, etc., vous avez toujours 650 000 mouvements autour de vos têtes, et c'est ce que vous percevez. Et donc il faut changer le paradigme. Il faut changer le paradigme pour faire ça. Ça, c'est le premier point. La route est longue, parce que jamais on n'a pensé. Hein, j'étais personnellement, pendant la construction de Roissy, hein, Roissy, à la construction, était un aéroport qui devait avoir 35 millions de passagers. Il en a 70 aujourd'hui. Hein, donc vous voyez la différence. Il n'y avait pas une maison autour. Et ceux qui étaient dans l'immobilier aéroport de Paris, dans le passé, ont pu voir que les maires des communes voisines affichaient nouveaux lotissements à proximité de l'aéroport. La construction d'hôtels que vous évoquiez s'est faite aussi à Roissy, etc. Enfin, donc, mais tout ça sans intégration dans un plan d'urbanisme. Et c'est ça qui est le point important et sur lequel il faut absolument susciter une réflexion. J'étais à Dubaï sur ce sujet, en discussion avec la plus haute autorité de Dubaï sur justement la création d'une cité autour de l'aéroport, mais qui est complètement intégrée dans l'aéroport, complètement intégrée, avec des logements, avec un golf, évidemment, avec tout un tas de choses, avec des logements, des industries, etc., et des services
qui sont financés par l'aéroport et qui permettent à ses résidents et aux résidents voisins de le financer. Donc vous voyez que là, c'est complètement un autre paradigme. Ça, c'est le premier point. Si tu me laisses le temps, j'aborde le deuxième. Le deuxième, c'est l'aéroport dans son environnement territorial, dans la région. Aujourd'hui, vous avez en France, il y a eu une étude qui a été faite par le CESAC sur le maillage aéroportuaire, il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites. Vous avez en France quelques grands aéroports régionaux, et puis, j'allais dire, une foultitude de petits aéroports. La loi de décentralisation a donné les aéroports régionaux à la région, entre guillemets. L'État en a gardé 60%, donc n'a pas vraiment donné à la région. Autrement dit, l'État a gardé ce qui était rentable et a laissé aux collectivités locales ce qui ne l'était pas. Mais la problématique n'est pas tellement celle-là. La problématique est, finalement, cette opération s'est faite sans intégrer l'aéroport, les aéroports. Je ne pose pas la question de leur utilité, je dis, sans intégrer les aéroports dans le système de transport régional. C'est-à-dire de dire comment un aéroport permet une desserte appropriée à l'économie du territoire, qu'elle soit industrielle, touristique ou résidentielle, et comment cet aéroport se place avec les autres réseaux, autoroutes, LGV, TER. Et cette intégration-là, eh bien, elle ne s'est jamais faite. Et aujourd'hui, les petits aéroports sont très largement déficitaires, subventionnés par les collectivités locales, et vous avez des aéroports qui sont complètement enclavés, parce qu'ils n'ont pas d'autoroute, pas de TGV, pas de ce. Je prends le cas de Limoges, par exemple, le cas de Limoges. La collectivité de Limoges qui gère, qui est au syndicat mixte de l'aéroport, n'a pas les moyens de prendre les mesures nécessaires pour développer ou pour intégrer l'aéroport ou d'autres moyens dans la desserte de la région, la desserte des régions. On va y revenir parce que c'est un sujet qui est tout à fait important. Donc on a bien vu que un aéroport c'était un acteur de développement du territoire en proximité, et puis le territoire plus loin, c'est-à-dire la liaison du territoire avec un autre espace. Et un aéroport comme Munich, bien sûr, il est important pour la ville de Munich, mais il est important pour toute la Bavière. Donc cette équation et cette tension qui n'apportent pas forcément les mêmes réponses, Michael, comment vous les percevez à Munich? Yes, it's true. It's not only for Munich, but it's for the whole Bavaria. What we try to do, and I just would like to refer to Alain, the concept is to make the airport a destination by itself, and not only for travelers, but also as a destination for doing business, for having fun. By the way, yeah, airports are unique places. Really very, very unique places in every country and every region, spectacular places, and in the case of Munich, also a beautiful place, beautiful airport. The role or the concept we will pursue is to make it a better destination and a future destination. So the idea is to have it developed as a stage for innovation, because future, when we look at it, all the future developments that we are discussing can be seen probably first at or around airports. And when you talk about digitalization or the future of mobility, airports will be the places where new developments of mobility will have their tests first. Munich tries to be the first airport where autonomous driving will getting featured, because we also have to solve problems at the airport itself. So we try to solve the congestion problems at the airport with autonomous concepts in future. They have to become, or if they already are, it's good, intermodal hubs, and I'll refer to that. So with high-speed trains, with regional trains,
car sharing models between the city center and the airport. They have to become or are business centers when you look at Amsterdam or Frankfurt or also Munich, but with a special focus. We try to be an innovative place, so we try to attract not everybody, but those who can contribute to solving future problems of airports, whether that's security or whether that's in the digital sphere, whether it's mobility. We just started a development which we called Lab Campus, so we want to attract big companies and also startups and universities to come to the airport, do their research and their testing at the airport, and the offer of the airport is to test their new facilities or their new ideas at the airport. And we even think, by the way, about housing, providing housing at the airport, because it has become so expensive in the cities to live, and a growing number of people actually like just to stay at the airport. So there's a totally new clientele for airports. This is, and we also address the issue, referring to Bavaria, that this special place is not only a place for the city of Munich, but other developing cities in Bavaria. So there is a cluster of at least half a dozen of cities around 100,000 inhabitants, close to the airport, only 1 hour, where the development, the airport creates jobs. It's an interesting place to go. Innovation future can be seen also in these cities. So the development impulse given by the airport as being a big job creation machine, as being a prime destination of the country, has a big spin-off in the cities like Landshut, Regensburg, Rosenheim, Augsburg, all big cities, and they profit from that. The problem we have is, but that may be special for Bavaria, that we get an increasing concern with getting enough labor. Maybe this is not a problem in France, but we see that the growth created by the airport may be limited by the sheer number of people we need to operate this. And we already have huge problems attracting blue collar personnel. We don't find that anymore in Germany. So we have road shows in Croatia, in Hungary, to get people to work at the airport for the pure operating of the airport. And with an unemployment rate of 2% in an area maybe 200 kilometers around the airport. These developments may be just limited by the number of people who are willing to work. We have the housing problem then for those who are attracted. This is going to be a major issue, so it's becoming an issue of the airport also to provide housing. So the problems we have faced is not only developing the airport as a mode of infrastructure, but addressing all the other societal questions that are around. But it's true, it's an absolute growth motor, growth engine for a region 200 kilometers around the airport. And when I look at Roissy, that could reach to, of course, Reims, Lille, et tous les autres villes dans le nord de France. Merci Michael. Henri Michel, on voit que donc, le facteur de développement du territoire, donc il se pose à proximité, donc il y a des actions à entreprendre qui ont été évoquées. Et puis, il y a la perception, et c'est particulièrement vrai pour Paris, les aéroports de Paris, c'est que si ça développe le territoire
de proximité, si ça développe le territoire de la région Île-de-France, c'est un facteur de développement important pour toutes les régions de France. C'est-à-dire que Paris n'est pas seulement la locomotive de Paris. Et d'autre part, si on va plus loin, c'est un facteur de développement de l'Europe. C'est-à-dire que Paris, c'est un lieu important pour la construction européenne. Comment vous intégrez tous ces paramètres ? D'abord, je me permets de dire qu'effectivement, à Paris, assez tôt, on a intégré, par exemple, la proximité entre le fer et l'air. Lyon est venu après. À Paris, on continue avec Orly, les lignes de métro. Ça va être pareil dans quelques temps à Roissy avec d'autres lignes de métro. Donc, avec cette proximité entre les modes de transport, à Paris, on la connaît et on la pratique. Alors, l'effet hub que vous indiquez est un effet tout à fait déterminant pour nous, parce que c'est sûr que si on est dans une proximité, et là, notre attente à nous, ADP, pour compléter ce que vous avez dit, Alain, notre attente à nous, c'est d'avoir une autorité publique suffisamment forte, visionnaire, puissante, pour avoir cette vision d'urbanisation que vous souhaitez, que nous souhaitons aussi avec force, mais nous ne sommes que l'aéroport. Nous ne sommes que l'aéroport. Donc vivement, effectivement, qu'il y ait cette vision globale. Pour revenir à la question du hub, c'est vrai que ça suppose une collectivité très précise avec ou les autres aéroports ou les autres moyens de transport. Je pense au fer, au TGV, notamment pour la France. Mais c'est vrai, Thalys arrive bientôt à Roissy, par exemple. Donc là, l'équation change un tout petit peu, notamment sur 2 points. D'abord, on est dans un espace forcément beaucoup plus concurrentiel. Beaucoup plus concurrentiel. Donc l'effet... Le service public doit être rentable est encore plus fort, puisque nous sommes en concurrence avec les autres grands aéroports, hubs, dans quelques pays qu'ils soient. Donc la contrainte économique est plus forte avec ce que ça induit, sur la qualité des investissements, sur la qualité des revenus annexes, les parkings, les commerces, etc., etc. Donc le hub est nécessaire, inévitable. Ça, cet impact économique pour nous. Mais ça a aussi un deuxième impact considérable qui est plus social ou politique, je ne sais comment le dire, c'est que nous avons dans ces démarches-là un regard qui est forcément un peu tricolore. Et là, nous avons une mission qui nous dépasse un petit peu. C'est pas seulement la mission de service public, toute entreprise rentable que nous devons être. Nous devons être une entreprise de service public, enfin disons d'intérêt général rentable. Et en plus, ce que vous avez indiqué, on doit avoir ce regard tricolore. Parce que par rapport à un aéroport, a une portée symbolique considérable où qu'il soit. Alors, il est peut-être un peu plus national en France que dans d'autres pays, ça je vous l'accorde très volontiers, mais même dans les autres pays qui sont de nature fédérale, on porte un drapeau qui nous dépasse un petit peu. Donc c'est une double exigence. Être dans un hub est une double exigence supplémentaire par rapport à la réaction, enfin à la liaison et à la connivence qu'on a avec le territoire. Une double exigence supplémentaire sur l'aspect économique, d'une part, et sur l'aspect symbolique, d'autre part. Alain, donc c'est donc ces enjeux du territoire. Donc c'est vrai que si on parle de vision, principalement de vision tricolore, c'est l'État. Est-ce que l'État a toujours été porteur d'une vision clairvoyante de l'importance du transport, de l'aéromobilité, et de l'aéromobilité au cœur d'un système intermodal? C'est-à-dire que... Alors, je dirais que non. C'est un peu brutal, mais je dirais que non. Et je vais citer une simple chose. C'est que, on n'en parle plus maintenant, mais la LOTI, qui était la loi qui faisait tout l'aménagement des aéroports, exclut les aéroports de son champ d'activité. Donc déjà, juridiquement, enfin légalement, les aéroports étaient exclus du champ d'activité de l'aménagement territorial. C'était des choses à part. Aujourd'hui, la question se pose de les intégrer. Doublement. Comme il vient d'être dit, ça dépasse le niveau de l'aéroport. Mais là, je vais peut-être être un peu iconoclaste, mais la privatisation d'Aéroports de Paris en soi est une chose,
Mais il me semble logique, dans le cadre d'aménagement du territoire, puisque les aéroports parisiens ont un double rôle, un rôle d'aménagement du territoire de l'Île-de-France, et une importance fondamentale pour l'Île-de-France, mais aussi une importance fondamentale pour le pays, par la manière dont le transport aérien est structuré en France. Et dans ce contexte-là, il serait normal que celui qui sera le propriétaire, disons entre guillemets, d'Aéroports de Paris, ait avec l'État un contrat de développement stratégique qui vient s'ajouter à la régulation. La régulation, effectivement, elle va réguler, je dirais, essentiellement la finance, l'économie et la qualité de service, mais il est nécessaire que l'État ait un contrat de développement stratégique qui préserve à la fois les intérêts nationaux et dans le développement national, les intérêts régionaux aussi, également. Peut-être que la région pourrait entrer au capital, je ne sais pas, ce serait une possibilité, mais ce n'est pas suffisant. Il est certain qu'il faut que celui qui va exploiter Aéroports de Paris ait ce contrat qui va permettre d'éviter, dans un sens, je dirais, de mettre le chapeau, de bloquer le développement pour des raisons financières ou autres. N'oublions pas quand même que Air France fait plus de 50% du trafic de Charles de Gaulle. Hein, c'est quand même un point important. Et donc ça m'apparaît un point important. Mais ailleurs, en province, dans les régions, aujourd'hui, bon, vous avez 3 aéroports qui ont été remis à la privatisation. Reste encore Marseille, Montpellier, Strasbourg et Bordeaux. Bon, je me prononcerai Marseille dans une échéance plus lointaine, mais il serait logique que ces aéroports soient remis aux régions et non pas revendus, mais remis aux régions dans un contexte particulier, c'est-à-dire remis aux régions avec des actionnaires qui soient des acteurs de l'économie régionale. Je ne parle pas de privatisation ou non, je dis qu'il faut que ceux qui managent les aéroports soient des acteurs de l'économie régionale, pour que, effectivement, tout ce réseau aéroportuaire dans une région, si vous prenez la région Aquitaine qui a 11 aéroports, il faut coordonner ces 11 aéroports. Ces 11 aéroports, il y en a 10 de déficitaires, un qui va être peut-être, disons, 9 déficitaires, et un qui n'est pas loin d'être équilibré. Et dans cette région-là, il serait logique que ce soit la région qui soit le pilote, entre guillemets, de l'aéroport de Bordeaux, sans que l'aéroport de Bordeaux soit donné à, je ne sais pas qui, je ne dirais pas des Chinois pour ne pas faire de peine aux Toulousains, mais pour que l'aéroport de Bordeaux, qui est un outil indispensable à l'aménagement régional et qui doit être relié aux autres aéroports par les réseaux TER, par les réseaux autoroutiers, etc. C'est en ce sens que je dis que tout ceci doit s'intégrer dans un plan stratégique de desserte régionale des pôles économiques. Eh bien, c'est cette philosophie-là qu'il faudrait mettre en œuvre. Voilà. Mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Ce plan, c'est intéressant parce qu'effectivement, je me tourne vers Michel. ADP, quelque part, l'entreprise, quand ADP, on voyait ce matin, prend pour fluidifier, dit on va s'équiper de paraphes alors que c'est quand même une mission régalienne. Et normalement, on aurait pu imaginer que c'était à l'État. ADP a joué le rôle d'un partenaire responsable. Quand on fait le Charles de Gaulle Express, c'est qu'on comprend qu'il y a un problème de fluidité et que si on se remet uniquement à la puissance publique, le problème ne sera pas résolu et qu'il a fallu que ce soit une entreprise donc, qui avait conscience certainement qu'elle était d'une certaine manière dépositaire d'une part de la mission régalienne. En tout cas, elle a pris le sujet au sérieux pour le faire. Comment continuer à accompagner ça? Parce qu'effectivement, ce qui est clair, c'est qu'un aéroport, c'est un actif pour le pays. Un aéroport est un actif pour le pays, évidemment. Un aéroport est aussi forcément un élément d'aménagement du territoire, soit au niveau national, soit au niveau régional, soit au niveau de proximité. Je me permettrais de dire, un peu comme tous les moyens de transport ou les moyens de mobilité. Mais on adhère évidemment à ces deux éléments qui sont des postulats. Maintenant, je reviens à ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Sur l'aéroport, en tous les cas, de la responsabilité de l'aéroport, c'est de passer de ce qui a longtemps été le côte à côte à ce qui est maintenant la main dans la main.
Et quand on est la main dans la main, on respecte les responsabilités institutionnelles des uns et des autres. Mais on se donne la main. On s'aide, on se soutient, etc. Vous avez évoqué les questions de sécurité. C'est sûr que nous avons fait un pas vers une autorité, en l'occurrence l'État, pour lui faciliter la vie, entre guillemets, mais en même temps, ça facilite nous. Parce que quand même, in fine, aller demander aux passagers si c'est la faute aux policiers ou la faute à l'aéroport, si j'attends une demi-heure ou 3/4 d'heure, c'est pas son problème, il n'en sait rien, et tant mieux. En tous les cas, c'est l'aéroport qui marche mal. Voilà. Donc la main dans la main est obligatoire. Donc on se donne la main, vous avez évoqué l'État, mais ça peut être aussi avec d'autres acteurs. Je pense à des acteurs économiques stricto sensu qu'on n'a pas évoqués. Là, on a parlé des autorités publiques. Mais certains commerces font un chiffre d'affaires très considérable, en tous les cas, dans des hubs. Et donc, nous sommes des alliés objectifs. Et donc, on est obligé de se soutenir les uns les autres, quelles que soient les répartitions de responsabilités économiques ou politiques. On les respecte, on ne se marche pas sur les pieds, mais on se soutient. Et on a une démarche équivalente avec certaines grandes enseignes de commerce qui ont un intérêt évident d'être bien installées dans un aéroport. Alors c'est plutôt les hubs à cause de la structure internationale, mais là aussi nous faisons des pas vers eux pour leur faciliter leur vie économique. Et au final, dans tout ça, au final, c'est quoi? Notre devoir, c'est de montrer que nous sommes maintenant dans une phase où l'intérêt général peut être rentable. Servir l'intérêt général peut être rentable. L'histoire des aéroports est assez édifiante. Au lendemain de la Deuxième Guerre, aéroports, c'était quasiment des régies, construits par l'État, gérés par l'État. Enfin voilà, quoi, la route nationale classique, avec une nuance pour ADP. Après, on est entré dans une phase ultérieure, je dirais, peut-être dans les années 80, enfin je ne vais pas entrer trop dans la précision, et puis mon savoir est faible, mais où l'entreprise en question, Aéroport, a dû démontrer qu'en elle-même, elle pouvait trouver un équilibre social et économique. Maintenant, on est dans une phase un petit peu différente encore, c'est la main dans la main, c'est l'obligation, tous ensemble, de montrer que servir l'intérêt général est rentable. C'est le pari dans lequel nous sommes à ADP, en tous les cas. Et en termes d'aménagement du territoire et de proximité, c'est vraiment quelque chose que nous pratiquons tous les jours et que nous aimerions pratiquer encore plus. Donc le chemin pour nous est long devant nous, mais en tous les cas, nous y croyons avec beaucoup de conviction. Est-ce que, à ce stade-là de notre table ronde, est-ce qu'il y a des questions de la salle qui veut participer, des points à éclaircir? Voilà nos intervenants. C'est ça qu'on arrive à peu près au temps qui nous est imparti. Nous libérons la salle. Oui, madame. Bonjour. Ma question s'adresse plutôt à M. Comet. Dans cette intégration, cet effort d'intégration que, en tant que riveraine de l'aéroport d'Orly, j'apprécie particulièrement, est-ce que vous pouvez en dire un tout petit peu plus sur la formation au métier aéroportuaire et ce que vous êtes en train de faire du côté de Roissy? Je crois que ce n'est pas terminé d'ailleurs. Merci madame pour les mots que vous avez tenus. Je vais essayer d'apporter quelques précisions. Effectivement, en matière de formation professionnelle, j'exclus parce que je crains, enfin je crois percevoir que ce n'est pas dans votre question, tout ce qui est formation initiale. Hein. Donc on est sur la formation professionnelle. Sur tout ce qui est formation professionnelle, effectivement, on est dans une coopération très forte avec un GIP qui s'appelle le GIP Emploi, qui par ailleurs développe des formations professionnelles. Et en ce moment, on est aussi partenaire de l'IUT de Tremblay sur un certain nombre de démarches, je dirais, aéroportuaires logistiques. On est maître d'ouvrage, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'un centre d'apprentis au Bourget qui va sortir de terre dans les 18 mois qui viennent. Et on a l'ambition d'aller beaucoup plus loin autour du projet qui a été évoqué déjà à plusieurs reprises depuis ce matin à la tribune générale ou dans les tables rondes. C'est-à-dire que nous avons un projet de création d'un nouveau terminal à Roissy. Et autour de la création de ce nouveau terminal, on a la volonté en matière de formation professionnelle d'aller beaucoup plus loin autour des concepts qui actuellement s'appellent campus des métiers, etc. Donc, mais ça suppose une coopération puissante
et profonde avec un partenaire institutionnel principal qui s'appelle le Conseil régional, donc c'est une responsabilité institutionnelle. Donc nous sommes en relation avec le Conseil régional, d'une part, et d'autre part avec d'autres partenaires de type public que vous connaissez bien, parfois des consulaires, parfois des collectivités de proximité. Donc on est sur ces schémas-là, un acteur, comme vous l'avez compris, très direct, apprenti ou bourget, formation professionnelle avec JIP Emploi, et aussi un acteur indirect avec des très gros projets devant nous qui sont à construire main dans la main avec d'autres. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou sans ça, je vais remercier nos intervenants, Michael Carclot, Henri-Michel Comet et Alain Falk, de nous avoir apporté ces éclairages.